Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Rapidement, dans cette vidéo, je te fais part de deux petites analyses avec mon tableau de bord sur le Bitcoin et sur l'Ethereum pour voir aujourd'hui où ils en sont, éventuellement pour t'aider à t'orienter et à prendre ta décision. J'ai donc un tableau de bord spécifique sur le BTC et un tableau de bord spécifique sur l'Ethereum. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Comme le marché va pas très bien aujourd'hui, effectivement, je te fais part du tableau de bord que je suis au quotidien afin de pouvoir avoir un sentiment personnel sur le marché que je te transmets dans cette vidéo. Nous avons le BTC à l'heure actuelle à 101 530 $. C'est-à-dire en moins de 24 heures, moins 4,55%. Il s'est néanmoins repris par rapport à ma dernière vidéo avec ce tableau de bord. Il est descendu tout de même à 99 000 et quelques. L'indice Fear and Greed en index, alors là uniquement sur le BTC naturellement, on a un indice de peur pour le moment. Tendance des analystes, elle est baissière, voilà, court terme et haussière long terme. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Rupture du support clé à court terme. Voilà, donc on reste confiant sur le BTC dans le long terme. Néanmoins, présentement, il faut faire extrêmement attention à entrer ou sortir. Mais pour l'instant, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, le BTC a l'air plutôt de se stabiliser et d'être remonté. Malheureusement ou heureusement, on a l'impression que finalement le début de cette guerre devient déjà normalisé sur les cours du BTC. Allez, capitalisation boursière 2 trillions de dollars, volume d'échange en 24 heures 75,8 milliards. Entrée nette, flux net sur les échanges, pression vendeuse à court terme, taux de financement fortement négatif. Ça veut dire qu'il y a un risque de short squeeze accru s'il y a un rebond. J'ai ajouté à ce tableau de bord les trois actualités majeures des dernières 48 heures. La Fed maintient un ton prudent. Je te lis, les derniers commentaires des membres de la Réserve fédérale indiquent une approche attentiste concernant les baisses de taux, citant une inflation persistante. Cette posture pèse sur les actifs à risque comme le Bitcoin qui préfère des politiques monétaires beaucoup plus souples. C'est normal puisque maintenant le BTC est corrélé au marché de la finance traditionnelle. Ça n'était pas le cas il y a 8 ans. Et ça s'est amélioré il y a 4 ans et maintenant on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'effectivement tous ces indicateurs jouent sur le Bitcoin. Les flux d'ETF Bitcoin ralentissent. Après une forte série d'entrées, les ETF Bitcoin au comptant américain ont enregistré des sorties nettes durant les 3 jours consécutifs suite au bombardement américain, notamment ce ralentissement de la demande institutionnelle, est un facteur clé de la pression baissière actuelle sur les actifs. Oui, effectivement, si des institutions ou des particuliers achetant des ETF sortent de ces ETF, si ce sont des ETF physiques, eh bien, par exemple BlackRock, eh bien, vend finalement du BTC parce qu'il ne le garde pas pour lui, il le vend, il le remet au marché pour qu'il y ait un équilibre entre la valorisation de l'ETF et la garde réelle des bitcoins. De ce fait, eh bien, effectivement, s'il y en a qui s'en vont par peur des actualités, peur de l'avenir économique, eh bien, effectivement, ça fait baisser le BTC. Allez, MicroStrategy renforce sa position encore une fois de plus contre la tendance du marché. MicroStrategy a annoncé avoir levé avec succès plus de 700 millions de dollars via une émission d'obligations convertibles avec l'intention d'utiliser les fonds pour acquérir davantage de Bitcoin, réaffirmant sa stratégie haussière à long terme. Oui, c'est favorable. Oui, c'est une vision long terme. Oui, il y a certainement un fort intérêt à rentrer si le BTC baisse encore dans ces prochains jours, voire ces prochaines
semaine. Allez, les indicateurs fondamentaux du réseau. Le BTC, c'est encore une dominance de 54,5%. Le H-rate a une tendance haussière et le prochain halving, tu l'as déjà vu, c'est en 2028. Les supports clés. Support en zone d'achat, les 100 000, 98 500, 95 000. Tu as vu que là, mes supports sont différents de la dernière fois puisque le marché a, je sais pas, une semaine d'écart entre la vidéo dernière et celle-ci. Donc, comme il est descendu en dessous du seuil psychologique des 100 000 $, là il est remonté dessus, hein, on est bien d'accord, eh bien à ce moment-là, on est ici dans la zone psychologique, là la zone technique, et là la prochaine zone de demande 95 000, où on va être attiré, et ça deviendra la zone psychologique. Ensuite, nous avons les résistances, donc les zones de vente, d'accord, parce que là on est dans les zones d'achat. Nous avons 102 800, 105 000 et 108 000. Voilà concernant mon tableau de bord sur le BTC. Je passe dans la même vidéo sur le tableau de bord sur l'Ethereum qui est exactement le même. Je vais sur ma page Ethereum, d'accord. Il est actuellement, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, à 2385. Il est légèrement remonté. Néanmoins, on est à moins 3,51%. Le sentiment du marché, c'est la peur avec l'indice à 44. On a une tendance des analystes qui est neutre, plutôt baissière, d'accord. Le marché attend finalement une cassure du range actuel. Oui, parce que si tu vas sur une charte, il fait comme ça, il est droit, il latéralise. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'a pas de véritable tendance. Attention, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 80% du temps, le marché latéralise en range quoi qu'il arrive. Hein, d'accord? Donc, on ne va pas s'emballer sur cette information. Capitalisation boursière, 286 milliards de dollars. En dessous donc du seuil hein, des 300 milliards de dollars. 18 milliards de volume échangé dans les dernières 24 heures. Une dominance de l'ETH de 7,8%. Elle est très très bonne cette dominance parce qu'elle se maintient. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes positionnées aujourd'hui sur le BTC puis sur l'ETH, bien que l'ETH ne soit pas la crypto-monnaie la plus connue au monde. Et ensuite, taux de financement plutôt négatif. Les vendeurs à découvert dominent. Voilà, ça veut dire que sur les échanges pour le trading, il y a énormément de vendeurs qui se sont positionnés à découvert. À découvert, ça veut dire qu'ils ont placé des ordres en attente pour tirer le marché finalement vers le bas en l'occurrence. Allez, les trois informations des 48 heures qui me semblaient être les plus importantes. La SEC retarde sa décision sur l'ETF Ether de Grayscale qui avait présenté une demande d'un ETF. La SEC a de nouveau reporté sa décision concernant la conversion de Grayscale Ethereum Trust en ETF au comptant. Ce retard ajoute une couche d'incertitude réglementaire pesant sur le sentiment du marché, donc à court terme. Attention, ça reste à court terme. Ça, c'est ma source selon Bloomberg. Allez, Consensus contre Attaque en justice a déposé une nouvelle motion dans son procès contre la SEC, arguant que l'agence outrepasse son autorité en tentant de réguler l'ETH comme une valeur mobilière. On revient encore dans les vieux discours. L'issue de ce combat juridique est cruciale pour l'avenir d'Ethereum aux États-Unis. Bon, je pense, ça n'engage que moi, que ça va plutôt bien se passer de ce côté-là. Fidelity note un intérêt croissant pour le stacking d'ETH. Alors, ça doit être une mesure au travers des clients, des demandes des clients. Malgré la volatilité, un rapport de fidélité digitale Asset indique que ses clients, tu vois, institutionnels, montrent un intérêt grandissant pour le stacking d'Ethereum. Je te rappelle que Ethereum va être une des seules grosses crypto-monnaies qui permettra de générer des cash flows comme si tu recevais des loyers, des dividendes de manière mensuelle, sauf que là, ça va se faire de manière journalière ou hebdomadaire, d'accord? Et que si un ETF avec des dividendes sort, c'est-à-dire un ETF où on aura les dividendes du stacking, un ETF stacking, si c'est autorisé,
ça va être la folie. Parce que BTC réserve de valeur, ETH génère du rendement puisque c'est un actif réel, pardon, c'est un actif cryptographique sur lequel on a des activités réelles. D'accord? Donc, ça coïncide avec une stratégie de rendement à long terme indépendante des fluctuations du prix. Et complètement, parce que si le prix monte ou si le prix descend de l'Ethereum, effectivement, il est fort probable que beaucoup de personnes se positionnent dessus pour uniquement avoir un cash flow, un reward, un dividende, tu l'appelleras comme tu veux. Personnellement, ça m'intéresse et c'est pour ça que je n'ai pas l'intention de vendre mes ETH que je hold, pas les ETH que j'ai dans mon autre portefeuille que je t'ai montré, qui était là juste pour de la sécurité. Allez, derniers indicateurs, indicateurs de protocole on-chain, 45 milliards qui sont verrouillés, ça veut dire qu'ils sont en stacking, d'accord, dans l'écosystème, en défi, ça veut dire de manière décentralisée. Ils ne se trouvent pas sur les échanges. Adresses actives dans les 24 dernières heures, 450 000 adresses. C'est légèrement en baisse, d'accord. Et transactions en 24 heures, 1 250 000 utilisations stables du réseau. Allez, les niveaux clés à suivre. Les zones d'achat. De 2350 $, 2280 $, 2150 $. Tu as vu, ce sont des petits supports par rapport à Bitcoin où tu as des gaps beaucoup plus importants. Résistance, zone de vente, 2440 $, 2500 $, 2720 $. Naturellement, tu as une zone psychologique à 2500 $, tu t'en serais douté. Voilà pour cette vidéo. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à m'encourager avec un pouce vers le haut. Mets-moi des commentaires à l'intérieur de tout ça si tu as quelques questions et si j'ai le temps d'y répondre. C'est avec plaisir que je répondrai naturellement. Et n'oublie pas que sur Malware Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi!